compatriotes, bonjour. Nous voici donc au rendez-vous pour un café de presse. Et donc un café de presse préparé, sinon prévu pour présenter le projet de société de Parfait Kolela et aussi donner la possibilité aux agents de presse, aux journalistes de poser donc des questions et trouver des réponses en ce qui concerne le candidat Parfait Kolela aux élections présidentielles, que vous connaissez bien. Et donc voilà, nous sommes là devant le pain quotidien. Kolela n'a malheureusement pu être physiquement parmi nous, cependant il le sera par liaison vidéo tout à l'heure. Il a tenu à prendre part à notre débat. Après 46 ans de règne politique sans partage et de dictature, le bilan humain, social, économique, sanitaire est désastreux. Le candidat Kolela se veut l'homme par qui la transition démocratique pourra s'opérer en toute sérénité pour le peuple congolais. En son temps, le révérend Martin Luther King a fait un rêve pour son pays. Aujourd'hui, le candidat Kolela nous rappelle qu'il est l'heure de tenir les promesses de la démocratie. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que oui, nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. Je rêve un jour que notre pays se lèvera et vivra pleinement. Le candidat Kolela est un homme de valeur. Il porte en lui les principes humanistes et l'espérance d'un peuple disloqué et qui permettra de rassembler les familles, reconstruire le pays et rendre son salut à la population congolaise. Le sujet de notre conférence de presse traduit parfaitement d'une part la prise de conscience de l'urgence à agir et d'autre part il en va des enjeux de la démocratie et du développement. Le candidat Kolela souhaite rassembler les forces des différents acteurs du développement, promesse d'une action coordonnée, cohérente et efficace, permettant de remettre le Congo-Brazzaville sur la voie du développement, en explorant des moyens et des partenariats innovants. Il n'y a pas de véritable action sans volonté. C'est dans cet esprit d'un engagement soutenu face au désarroi de toutes celles et tous ceux qui souffrent au quotidien des conséquences de la pauvreté que repose son action de demain. Je vous remercie de votre attention et appelle le porte-parole à s'exprimer pour vous présenter le programme électoral du candidat Kolela. Le commerce avant la législation. Il y a aussi un plan de lutte, un plan sur la moralisation de la vie publique, notamment par la fixation des salaires du président de la République et des parlementaires par la loi, puisque ça se fait aujourd'hui par décret, la déclaration automatique et obligatoire du patrimoine de toute personne nommée ou élue à une fonction publique, puisque vous savez que le Congo aujourd'hui, vous connaissez tous l'histoire des biens mal acquis, et c'est quelque chose qui à la fois quelque chose qui déshonore la République du Congo. Alors voilà le volet moral. Vous avez un volet qui concerne le redressement administratif. Parfait Kolela accorde une attention particulière à la réforme de l'État, puisqu'il était ministre de la décentralisation, ministre de la réforme de l'État et de la fonction publique. Son volet administratif tend à mettre en place ce que nous appelons l'autogouvernance locale. L'autogouvernance locale, ou autrement dit la décentralisation intégrale, c'est l'organisation administrative décentralisée de l'État. Il s'agit de mettre en place 4 grandes provinces qui seront administrées par des gouverneurs et qui seront le centre des décisions économiques de l'État. Ces 4 provinces, dont les contours seront adoptés par le peuple au moyen du référendum, et seront de nature à impulser une nouvelle politique économique et sociale de l'État. Tout en sachant que le Congo est un État unitaire, ces provinces seront toujours soumises au contrôle de l'État par des moyens comme il peut exister ici, notamment le déféré préfectoral, qui permettra de contrôler la légalité des décisions des provinces. Voilà le volet administratif. Il y a un volet qui est le volet social. Le volet social est très important et nous assumons, Parfait Kolela assume Parfait Kolela assume parfaitement les dépenses sociales que nous engagerons au cours de ce quinquennat. Pour quelle raison? Parce que nous considérons que l'État, c'est d'abord un contrat social avec le peuple. Et à partir du moment où il n'y a pas des symboles de confiance ou de lien entre un État et son peuple, ce lien se délite. Nous voulons mettre en place un bouclier social par quelques mesures sociales fortes, notamment un RSA. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le RSA français. Il n'y a pas de dogme de militisme, puisque pour nous, ce RSA concerne exclusivement les diplômés sans emploi.
il a été chiffré. Nous avons environ 25 000 diplômés sans emploi au Congo. Ça donnerait environ un coût, grosso modo, de, si ma mémoire est bonne, l'ensemble des mesures sociales devrait être financé autour de 7 000 milliards sur 5 ans. 7 000 milliards sur 5 ans, c'est pas grand-chose si on met en perspective les 60 000 milliards de budget pendant 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est finançable. Alors, RSA pour les diplômés sans emploi, une allocation de solidarité pour les retraités sans pension. Plus de la moitié des retraités au Congo n'ont pas de pension. Il faut réaliser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent avec rien. Donc là encore, nous avons prévu une allocation pour ces gens-là. Il y a aussi une allocation prévue pour les jeunes mères. Au Congo, faire un enfant. Alors, le Congo est un pays de 342 000 km². C'est-à-dire plus grand que l'Italie, plus grand que la Belgique. Mais le Congo est peuplé par environ 4 400 000 personnes. C'est-à-dire que c'est un grand pays avec très peu d'habitants. Il faut donc faire des enfants. Mais lorsqu'une jeune fille fait un enfant au Congo, elle est complètement déclassée de la société. Elle n'a pas de moyens de se réinsérer, ni professionnellement, ni universitairement, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a une allocation spécifique qui sera adressée à ces jeunes filles, ces jeunes mères. Et puis enfin, une allocation qui sera adressée au secteur informel, notamment aux vendeurs des marchés. Les vendeurs au marché au Congo, ils vendent pendant 30-40 ans dans les marchés, sans pour autant derrière avoir une retraite ou une pension. C'est toute une population qui, après l'activité commerciale, sont complètement déclassées. Et là encore, nous prévoyons une mesure qui sera financée par des cotisations journalières de ces vendeuses. Donc ça ne coûtera pas grand-chose à l'État, sinon de l'organisation et de l'imagination. Voilà le volet social. Ce bouclier social que nous mettons en place est estimé, je viens de le dire, donner le chiffre, à environ 7 000 milliards, 610 millions sur 5 ans. Ce n'est pas énorme. Là encore, nous partons sur la base des données chiffrées de la fonction publique congolaise et de l'INSEE. Autre volet essentiel, le redressement économique. Le redressement économique du Congo. Alors, le redressement économique du Congo prend aujourd'hui un accent particulier parce que, vous le savez, le Congo est un pays qui vit essentiellement des revenus du pétrole. Dans les derniers budgets, 77% des ressources sont d'origine pétrolière. Lorsque vous savez que le baril de pétrole est passé de 110 $ il y a quelques années à aujourd'hui, ce matin je regardais 27 $, vous imaginez la catastrophe pour des pays dont les budgets sont essentiellement fondés sur la vente des produits pétroliers. Et donc de ce point de vue, Parfait Kolela, imaginez un système qui fera en sorte que le Congo soit très peu dépendant du pétrole. Ça passe par quoi? Eh bien ça passe par un fonds de diversification de l'économie. Ça a été vanté depuis des années, jusqu'à présent on n'en voit pas la couleur. Et donc, nous allons investir massivement de la formation professionnelle. L'objectif, 150 000 jeunes formés sur 5 ans. Nous allons massivement investir sur la création d'entreprises, inciter les gens à la création d'entreprises. Nous prévoyons un fonds de financement des projets innovants d'environ 3 000 milliards sur 5 ans. Les mesures que j'évoque sont des mesures sur le quinquennat, ce n'est pas des mesures... Et puis, dans toujours ce redressement économique et productif, nous envisageons de faire en sorte que la fiscalité congolaise soit une fiscalité qui soit à la fois attirante, c'est-à-dire qui permet d'attirer les investissements, mais aussi qui soit une véritable fiscalité qui puisse permettre la redistribution. Je vais m'expliquer rapidement. Le Congo, budget 2015 encore, 950 milliards de recettes fiscales. Le Sénégal, 1450 milliards de recettes fiscales. Ça veut dire que la marge de manœuvre est énorme. Le Sénégal capte plus des investissements directs à l'étranger que le Congo. Donc ce n'est pas que la fiscalité du Sénégal est une fiscalité désincitative. Pas du tout. Donc nous avons une marge de manœuvre là importante que nous allons creuser, que nous allons prospecter par des mesures fiscales incitatives, à la fois incitatives et redistributives, comme je le signalais tantôt. Je voudrais finir cette présentation succincte du plan parfait pour le redressement en disant ceci à vous, nos amis journalistes, que la réalité du Congo, c'est laquelle aujourd'hui? La réalité du Congo, c'était aujourd'hui, si la France demeure aujourd'hui le premier partenaire économique du Congo, il n'en demeure pas moins que ses parts ont été considérablement rognées par la Chine. Ces parts ont été considérablement rognées par la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est 56% des exportations au Congo. C'est 19% des importations, 19,3%, alors que la France est à 19,1%. C'est un renversement des situations assez inédites, dont on ne parle pas beaucoup. On fait toujours passer ce pouvoir pour le régime de l'ami de la France. En réalité, non, ce régime n'est pas l'ami de la France. Pour ce qui est de la pauvreté, je vais vous donner aussi quelques chiffres pour illustrer le phénomène de pauvreté au Congo.
Des chiffres qui n'ont pas été inventés par Guy Brice Parfait Kolela, mais des chiffres qui sont des chiffres des instituts internationaux. L'indice de pauvreté des Congolais, 46%. Le niveau de corruption, je l'ai dit, 154 dans le classement de transparence. Le niveau de l'endettement extérieur du Congo par rapport au PIB, 48% du PIB. Le taux de chômage des jeunes, 42%. Le taux de sous-emploi de la population active, 27%. Voilà un pays qui est au bord du gouffre social, du gouffre économique et du gouffre moral. Le plan parfait pour le redressement du Congo donc, vise à redresser l'ensemble de ces situations qui vont conduire, si on reste dans la situation d'aujourd'hui, à la faillite de l'État congolais. Merci pour votre attention. Moi j'ai une première question concernant... en fait, ma question c'est de savoir, vous avez dit que vous ne voulez pas compter sur l'argent du pétrole. Et donc dans la foulée, vous avez annoncé compter sur, en tout cas mobiliser tout ce qui est formation professionnelle, apprentissage. Comment est-ce que vous allez financer cela? Puisque vous êtes obligé de financer ces dispositifs-là qui ne seront rentables, autant pour moi, qu'une fois effectivement que des emplois auront été créés. Donc alors comment est-ce que vous comptez financer ces formations professionnelles? Très bien. L'argent du pétrole. J'aurais dû ajouter, nous ne compterons pas exclusivement sur l'argent du pétrole. Évidemment, le pétrole constitue une ressource importante de l'État. Mais j'ai donné des pistes. Alors, ce que nous allons faire dès que nous allons arriver au pouvoir à partir du 20 mars, puisque nous avons espoir que Kolela gagne le 20 mars au premier tour, nous allons faire deux premières choses. Nous allons faire un audit sur l'état des finances publiques, sur l'état réel des finances publiques. Deuxième chose, nous allons faire un deuxième audit sur l'endettement intérieur et extérieur de la France. Du Congo. J'ai laissé la France à Emmanuel Macron. Du Congo. Première chose, nous aurons donc à ce moment-là une idée précise de ce qu'est la situation des finances publiques congolaises. D'autre part, pour ce qui est du financement, dans le plan parfait pour le redressement du Congo, nous prévoyons la suppression du Sénat. C'est une mesure qui nous rapportera des économies importantes. Deuxième chose, nous prévoyons de réduire le train de vie de l'État. Savez-vous qu'il y a des parkings mobiliers, des parkings de voitures au Congo, des ministres, où on trouve 80 voitures. Quand je vous dis 80, c'est 100 des TXL, des voitures à 80 millions. Nous prévoyons de réduire le train de vie de l'État, ce qui nous rapportera des économies importantes. Et d'autre part, je vous ai dit que comme ça ne s'est jamais fait au Congo, nous comptons mettre en place une politique fiscale intelligente qui va permettre de dégager des marges de manœuvre financières pour l'État. Et donc, tout en se servant de l'outil pétrolier, que nous allons réduire cette dépendance progressivement, nous allons utiliser les autres marges de manœuvre budgétaires nous permettant de financer nos projets. Il y a des projets qui seront exclusivement financés par des mesures intelligentes. Par exemple, les 150 000 jeunes formés, ils seront financés par quoi? Simplement, et bien par une taxe professionnelle que les entreprises, les secteurs vont payer. C'est-à-dire que ça ne coûtera pas grand-chose à l'État, sinon une administration fiscale intelligente. Voilà, merci. On peut peut-être compléter la réponse par une interrogation. Comment se financent aujourd'hui toutes les dépenses défense et sécurité actuellement par le régime, qui ponctue aujourd'hui 82% des dépenses publiques? Et pourquoi ne pas diminuer ce chapitre et l'affecter maintenant aujourd'hui à des emplois civils, hein? Donc la même manière dont on finance aujourd'hui les questions de défense et sécurité, on peut l'affecter maintenant aujourd'hui à la jeunesse, donner une chance maintenant aujourd'hui à tous ces jeunes et aux collectivités territoriales et aux provinces de pouvoir aujourd'hui s'approprier les enjeux de croissance et d'emploi. Donc il y a des moyens, il y a des ficelles et qui peuvent permettre aujourd'hui avec une nouvelle politique fiscale de pouvoir aujourd'hui réorienter maintenant aujourd'hui certaines dépenses. Quelle échéance? Parce que vous dites que vous avez su. Évidemment, si on parle d'un quinquennat, vous pensez justement in fine arriver à ce résultat à partir de quel moment? C'est un objectif, on prend des mesures fermes pour faire en sorte que c'est un... Vous savez, un projet de société, ce sont des promesses sur un quinquennat. Donc, nous fixons un horizon qui est le quinquennat, c'est-à-dire, nous sommes en 2016, c'est-à-dire 2021, j'allais dire 2021, pour faire en sorte que l'ensemble des mesures proposées se fassent et se réalisent. Donc l'horizon, c'est 2021. Et comme dirait l'autre, vous allez nous juger à la fin du quinquennat.
Alors, le ministre est prêt? Oui, allez-y. Non, moi j'ai des questions, mais je voudrais savoir si on va être en avec M. Colella Oui, ou pas, parce que justement. je préfère lui poser les questions Oui, directement. Bien sûr, oui, Pas. bien sûr. Bien sûr. Pour savoir tous réunis afin de booster ma candidature à l'élection présidentielle de 2016. Beaucoup de gens peuvent se poser la question de savoir, entre autres, pourquoi je me présente à cette élection présidentielle du 20 mars 2016. J'ai été le petit compagnon du président Denis Sassou Nguesso, c'est vrai. Je l'ai accompagné depuis 2008 jusqu'à récemment. J'ai été son ministre de la fonction publique, la réforme de l'État. J'ai été ministre de la pêche et de l'aquaculture. Politiquement, nos partis, le Parti congolais du travail, il dirige, et le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral avait signé des accords afin d'assurer l'alternance démocratique au Congo, la sécurité, le développement du Congo. Mais, in fine, nous nous sommes rendus compte que c'était un marché de dupes. Le président Denis Sassou Nguesso a tenu à continuer son aventure au mépris des institutions de notre pays. Il a tout fait pour changer la constitution, alors que les dispositions constitutionnelles de cette constitution du 20 janvier 2002 ne lui permettaient pas de faire ce vote constitutionnel, mais il a quand même fait. Nous nous sommes levés contre cette imposture. Et vous savez ce qui s'est passé, les résultats de 20 ans. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons dit qu'à cela ne tienne, nous prenons acte. Aujourd'hui, il a décidé de précipiter l'élection présidentielle et l'a fixée au 20 mars 2016. Nous nous disons que c'est là une occasion pour l'opposition congolaise de se lever et de lui barrer démocratiquement la voie. Nous présentons à cette élection présidentielle avec un projet de société. C'est un projet de société qui nous tient à cœur et qui a comme fondement le développement intégral. Notre projet de société, c'est un Congo directement, je dirais que c'est un Congo où la décentralisation sera intégrale, totale. Notre vision dans ce Congo qui pourra, dans la misère, est-ce que nous avons un taux de sous-emploi de 27%, un taux de chômage des jeunes de 42,20%, un niveau de corruption très très élevé. Le Congo est dans le 133e ou 136e rang sur 175 pays
dans l'indice de corruption. La corruption est devenue un sport ici au Congo, qui se pratique tous les jours. Le Congo, c'est un surendettement. Actuellement, le Congo est actuellement très endetté auprès de la Chine. 48% de son PIB, c'est le taux d'endettement du Congo. Le Congo, c'est une pauvreté monétaire galopante. 46% de l'indice de pauvreté. Au Congo-Brazza en ce moment. Et quelle est la stratégie de l'opposition qui apparaît assez dispersée avec beaucoup de candidatures qui se sont déclarées ces derniers temps? L'électoral n'a pas encore commencé. Nous sommes en pré-campagne électorale. Mais jusqu'à présent, ne nous autorise pas, contrairement à ce que fait le président Sassou, qui est candidat lui-même, qui va de département en département. Nous nous sommes assignés à résidence, avec interdiction de sortir de Brazzaville. Voilà comment ça se passe. Nous savons que nous allons au-devant des problèmes, mais nous allons faire face. Je viens d'apprendre aujourd'hui, par exemple, que alors que dans les différentes mairies, il y a des queues, des militants, des Congolais qui sont en train de se faire recenser, se faire inscrire sur les listes électorales. Hier, nous avons appris que le ministre de l'Intérieur a déposé des malles à la mairie de Kilou, la mairie de Kiri, et le département de Kélé, et la cuvette ouest, des malles, où il y a déjà des listes électorales. Alors que les Congolais sont dans les municipalités en train de se faire inscrire encore. Nous ne comprenons plus rien. Le ministre de l'Intérieur vient de déposer dans les mairies, dans les arrondissements, dans les départements, des listes électorales dans les mains. Voilà. Et le gouvernement congolais rechigne à recevoir les observateurs de l'Union européenne. Donc, nous allons devant des difficultés, mais nous ne baissons pas les mains. Puis il y a organisé des élections équitables. Pourquoi cette fois-ci ça se passerait autrement? Quel est votre espoir que ça puisse se passer autrement? Et qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale en termes effectivement de pression, d'envoi d'observateurs éventuels? Ce qui nous a d'abord poussé à aller à l'élection présidentielle, c'est l'adoption du bulletin unique de vote. Nous pensons que tout doit se jouer dans les bureaux de vote. Et nous demandons à la communauté internationale de faire pression pour que le gouvernement congolais accepte qu'il y ait des observateurs de l'Union européenne sur le terrain. Voilà. JRI pour la télévision Canal 2 International. Je me permets de vous interpeller aujourd'hui parce qu'en 2009, évidemment, j'étais rédacteur en chef adjoint du groupe international Afrique Média, mais de la télévision Afrique Média. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que vous reconnaissez votre part de responsabilité pour avoir travaillé avec le président actuel. Et vous avez une fois de plus dit tout à l'heure que vous connaissiez où le président avait gagné en 2009, où il n'avait pas gagné. Et vous savez, il y a quelques jours, RFI a évidemment sorti des révélations concernant le général Moukoko. Quand on sait, et le système actuel en place ne cesse de vous décrire, et vous l'avez assumé comme un proche du Parti national en France, parti considéré comme parti anti-républicain. Est-ce que vous ne craignez pas que votre approche avec ce parti peut vous causer personnellement des problèmes en ce moment, ou est-ce que le système actuel ne vaguerait pas sur ça pour faire fuir les jeunes Congolais? Ça, c'était ma question. Merci. Je disais que je suis très heureux que vous
me poser cette question de mes relations avec les dirigeants du Front National, qui sont des amis à moi. Lui Alio est un ami, Marie est une amie, ce que je ne renie pas. Mais dans quel contexte j'ai été amené à travailler avec le Front National? Dans quel contexte? Avec mes amis que je ne renie pas et qui sont les miens, je les accepte. Nous sommes en 1997. Le pouvoir démocratiquement élu du Congo-Brazzaville vient d'être chassé par un coup d'État, appuyé alors par M. Jacques Chirac, président de la République française, avec l'aide de l'Angola. Ça, c'est l'histoire. Nous nous retrouvons en exil. Donc il y a une liaison directe entre l'Angola, la France et le président Denis Sassou vient de prendre le pouvoir par la force. Nous arrivons en France, nous sommes des exilés. Il faut refaire la vie et reconquérir l'espace politique. Fils d'un leader politique congolais, africain, j'ai été amené à réfléchir sur les voies et moyens pour renouer le fil de contact avec les nôtres qui étaient restés au Congo. Que faire dans ces conditions? Je dirais au passage, que s'il y a une carte, s'il y a un parti politique que j'ai fréquenté beaucoup plus et pour lequel j'ai eu ma carte de militant, c'est le Parti communiste sous Georges Marchais. Après cela, je me suis retrouvé aux côtés des dirigeants du RPF, de Charles Pasqua et de Martiani à l'époque. Il fallait tout faire pour que on casse cette dynamique politique qui faisait que le système dictatorial au Congo-Brazzaville persiste encore. Certains amis de la droite nous conseillent alors de travailler pour la candidature de Jean-Marie Le Pen. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, ça sur la politique française. Je n'irai pas plus loin. Et cette politique-là m'a amené à rapprocher le Front National de l'ANC. Parce que c'était une stratégie pour que le dirigeant qui disait la vérité, c'était Jean-Marie Le Pen. Il disait la vérité sur qui condamnait la France-Afrique. C'était le seul qui condamnait la France-Afrique. Alors que la droite et le Parti socialiste regardaient ce qui se passait en Afrique, paupérisant les populations africaines. Et cette paupérisation des populations africaines a fait et continue à faire à ce que l'immigration soit forte en Europe. C'est la France-Afrique qui a créé ça. Il fallait donc qu'on réfléchisse qui combat la France-Afrique. Je passe après mon collègue. Effectivement, ma question fait suite à ce qu'il vient de vous poser. Comment est-ce que vous comptez mobiliser désormais la diaspora congolaise partout dans le monde au vu de vos relations justement avec le FN? Est-ce que vous ne craignez pas justement une perte de confiance, une rupture en tout cas? Merci. Non, la diaspora congolaise est mûre. Il faut qu'elle comprenne que la politique du Front National, telle que j'ai essayé d'imprimer, je ne suis pas membre du Front National, j'ai travaillé avec eux afin de détruire les réseaux de la France-Afrique qui maintiennent les peuples africains dans l'état de pauvreté. Parce que les réseaux de
France-Afrique sont les réseaux qui jusqu'à présent ont maintenu les dictateurs au pouvoir. La diaspora congolaise doit comprendre, africaine doit comprendre, qui est sur le bon chemin. Quel est le parti politique qui est sur le bon chemin? Celui qui maintient la France-Afrique et les dictateurs au pouvoir, ou celui qui essaie de se débarrasser de la France-Afrique? Voilà. Donc, je suis conscient du fait que la diaspora africaine souffre. Elle s'est exilée par le manque d'infrastructures, par le manque d'espérance en Afrique. Mais ceux qui tuent cette espérance, ce qui a tué cette espérance jusqu'à présent, c'est la France-Afrique. Le maintien des régimes corrompus à la tête des pays africains. C'est cela que nous devons corrompre, plutôt combattre. Et je demande à la diaspora africaine de prendre notre destin en main, en combattant ces dictatures, en combattant ces régimes qui restent au pouvoir 32 ans, soit plus. Ça ne peut pas durer. Et avec la complicité de certains dirigeants européens. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Merci, Président. Merci. Je tiens à tous vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse. Je m'excuse pour le retard que nous avons pu accumuler, les points de détail que nous avons dû régler. Je vous ferai parvenir à tous, messieurs et mesdames les journalistes, un communiqué de presse dans la semaine ou dans les 2 jours qui vont suivre, afin de résumer un peu les points qui ont été abordés par le candidat Kolela. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres entrevues plus particulières avec le conseiller spécial ou avec le porte-parole. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie pour votre présence. Merci. Nous sommes donc à la fin de ce café de presse et nous nous disons rendez-vous à la prochaine. Et toutefois, donc, nous avons eu la présence de plusieurs chaînes de télévision et il y a eu pas mal de questions que vous avez donc écoutées, et à chacun de tirer des leçons, à chacun de faire le bon choix. Voilà ce que je tenais à vous dire. Peuple congolais, levez-vous et ne vous laissez pas berner, parce que beaucoup sont en train de nous emmener dans des discours vains et sinon dans des critiques pour déstabiliser X et Y, mais que chacun, le 20 mars, puisse aller aux urnes tout en faisant son choix avant. C'est maintenant. Et le choix de chaque candidat doit se faire sur la base de son projet de société. Et c'est sur ce projet de société que chacun peut aussi être jugé à la fin de son mandat. Voilà, chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Bamama, batata, bampani ya luzolo, bankundi ya luzolo, 10 ya pati photo me kuvanda témoin. Et donc na manima ya café presse ina beto me kulanda. Nantangu ya inina kuzonza na beno que rendez-vous ya beto à la prochaine. À la prochaine, 10 ya pati photo que kunati na beno diaka bas informations. Et nyonso ina beto kele na kusala ya usamuna luzolo ya bwala ya beto. Alors beto nyonso beto kusimana samu na kuchanger bwala ya beto, samu na kunata bwala ya beto na mantwa. Samu bwala ya beto pe kukuma mutilu wa bwala ya baikaka. Merci.